YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour faire les sorties littéraires de novembre. J'en ai vu pas mal passer. Je vous avoue que j'ai fait un petit tri, je crois qu'on est à 17 ou 18 à peu près. Pas plus que ça parce que... alors j'ai mélangé tous les genres, j'ai mis un peu de thriller, j'ai mis un peu de young adult, j'ai mis un peu de fantasy, j'ai essayé de mélanger un peu tous les genres, j'ai même mis un peu de romance, donc vraiment il y a un petit peu de tout. Ce sont vraiment les romans qui m'attirent le plus. Je pense que vous en aurez plein à me donner en commentaire, donc n'hésitez pas. Donc on va commencer avec Tiziri, que vous avez sûrement déjà vu partout. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'avec Plume Blanche, vous pouvez avoir les romans jusqu'à 1 an à l'avance quand vous commandez leur pack. Donc Tiziri, il a déjà remporté un prix. Et ça, c'est quand même un truc de malade, je trouve. Un roman qui a remporté un prix qui n'est pas encore sorti. Il a remporté le prix des Aliénales et il est même pas encore officiellement sorti. C'est un truc de fou. Et bon, moi, je l'avais précommandé. Donc je l'ai. Tiziri, le tome 1, Le choix d'Astar d'Alexiane Delis aux éditions Plume Blanche. Et je l'ai eu avec petit marque-page et petite dédicace. Donc très contente. Très contente pour ça. Et ça incite vraiment à l'acheter, je trouve, le fait qu'il ait déjà reçu le prix des Aliénales, alors qu'il n'était même pas encore sorti. C'est assez particulier, je trouve. Assez particulier. La couverture est vraiment magnifique, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai mise en grand aussi à côté. J'avais pas craqué dessus à Mons, le regret est un peu présent depuis. Moi non plus, j'avais pas craqué dessus. Parce que t'as vu, j'en ai acheté pas mal à Mons en plus de Plume Blanche, j'en ai acheté 6. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu la précommande avec dédicace, j'ai fait ok. Si j'ai pas craqué dessus à Mons, c'est parce qu'il y avait une grosse file d'attente pour les dédicaces et moi ça me saoule toujours cette histoire. Mais du coup, je vous montre un petit peu. Hop! Les en-têtes de chapitre, parce qu'avec Plume Blanche, c'est toujours particulier, c'est toujours très beau. Et donc on vous dit que les anciens racontent l'arrivée des écomères, je pense. Donc les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Ça a l'air très particulier. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, on la voit ici, je pense, à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse, seulement les proies se raréfient. Après, je lis pas la suite, ça a l'air très particulier, vous comprenez que les humains doivent se terrer, il y a quelque chose qui arrive sur Terre, qui arrive à contrôler la faune et la flore pour défoncer les humains, de toute évidence, et les humains se terrent dans un dôme en Afrique. Moi, ça me va. Ça a l'air trop bien. Le tome 2 sort l'an prochain, donc voilà. Il y en a qui l'ont déjà, d'ailleurs, le tome 2. C'est ça qui est fou. C'est que le tome 1 n'était même pas encore sorti, qu'ils avaient déjà le tome 2. Et ça, c'est dingue. Franchement, Plume Blanche arrive vraiment à faire un marketing de fou sur ça. Donc, voilà pour celui-ci. Je sais pas si vous fait envie à vous, mais moi, plutôt. Plutôt. J'ai bien envie de le commencer là bientôt. Après le Black November. Peut-être en janvier, parce qu'après c'est les romances de Noël et tout, donc peut-être en janvier. Au roman suivant, je crois qu'on est sur du thriller si je me trompe pas, me semble. Oui, roman suivant, Rentre avant la nuit de Lisa Jewell, et c'est aux éditions Hauteville. Lisa Jewell, je vous avoue, je l'ai jamais lu. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas si j'apprécierais, mais ces derniers temps, on entend pas mal parler, notamment chez Séverine, qui a découvert l'autrice et qui est vachement conquise, donc forcément, ça fait envie. Ah, ça porte à confusion, par contre, le résumé VF. VO, tu le lis, y a pas de souci. Donc, le résumé, on suit Sophie qui arrive dans un domaine avec son mari qui est directeur, je sais pas où, dans un pensionnat, qui va creuser là où on lui dit de creuser parce qu'elle trouve un morceau de carton punaisé à une clôture qui dit creuser ici. À mon avis, ça va être en lien avec une affaire qui remonte à quelques années auparavant, durant laquelle une jeune femme de 19 ans a laissé son fils à sa mère qui s'appelle Kim, c'est très important, qui n'est jamais revenue en fait de sa soirée. Et la dernière fois qu'elle a été vue, c'était à la lisière de la forêt d'un domaine, j'imagine peut-être le pensionnat où va arriver Sophie, à voir. Moi je vous avoue que c'est peut-être pas par celui-ci que je commencerai, j'attendrai sûrement la vie de Séverine, donc comme d'habitude pour la plupart des thrillers, mais j'ai bien envie de m'en faire un quand même. D'ailleurs, si sur le chat, vous avez la possibilité de me dire par lequel je pourrais commencer pour découvrir l'autrice, ça me dirait bien que ça soit sur le chat ou en commentaire, bien sûr, sur YouTube, comme on fait les deux avec cette vidéo. Ça me plairait bien. J'aime beaucoup cette autrice, j'en ai lu 2-3 pour Alexandra. Petite Nanu, je veux.
Et d'ailleurs, je mets pas le chat sur les sorties littéraires. Peut-être que les prochaines fois, je pourrais mettre le chat aussi. Parce que là, du coup, on voit pas écrire. On a l'impression que je parle toute seule. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire sur YouTube si le chat vous manque ou si vous préférez que ça soit une vidéo comme ça sans chat. N'hésitez pas. Plutôt sur YouTube parce que sur Twitch, je me doute que vous avez envie d'apparaître. Y a pas de souci. Hein. Jamais je creuse, moi, dit Lisa. 0% de muscles dans mes bras. Non mais moi, jamais je creuse là où tu me dis creuser ici. Ça me rappelle Alice au Pays des Merveilles. Hein. Qui te dit mangez-moi et tu sais que c'est la merde. Ah bah... non. C'est mort. J'ai adoré comme toi. Bon, il faudrait comme toi si tu veux commencer. Ok. Ah oui, bien sûr. Ma part de l'ours de Marine Veit. Je ne sais pas, aux éditions Sarbacane. Ici, on va pas se mentir. Ce qui m'a plu, c'est que dans le résumé, on vous dit que la maman des deux jeunes qu'on suit est internée. Voilà, je suis très superficielle, je sais. On vous dit qu'on suit Tim qui a 13 ans et Aurore qui a 20 ans, qui vont rejoindre leur mère internée depuis la disparition de leur père. Aurore et Tim se cherchent et se repoussent. Elle est écrasée par la responsabilité de s'occuper de son petit frère et lui est en pleine crise d'adolescence. Elle a 20 ans et lui 13 ans. Ouais, ok. Et du coup, on a une tempête de neige qui les oblige à s'arrêter. Et une avalanche qui les bloque totalement, les forçant à fuir à pied dans le blizzard. Je trouve ça super intéressant parce qu'ils vont se retrouver totalement coincés avec la neige et le blizzard, on est d'accord. Et ils vont être aidés par un étrange baroudeur et guidés par un enfant sauvage. Ils vont aller de mystère en mystère. Sur les traces d'une légende locale, la femme qui danse avec les ours, on vous dit dans le résumé. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est, il y a un petit... Alors déjà, la couverture est splendide. Dans ces tons bleus, là, je trouve ça très très joli. Et ensuite, la femme qui danse avec les ours, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Rebelle. À Rebelle avec sa mère ours, etc. Enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, mais ils partent rejoindre leur mère et on part quand même vers une légende de cette dame qui danse avec les ours. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Leur mère qui est internée après le décès de leur père. Pourquoi est-elle internée aussi? Ça doit être super intéressant. Donc voilà, est-ce que je le lirai? Je ne sais pas, je pense que j'attendrai les premiers avis. Mais ça donne envie. Ça donne envie. Oui, à Frères des ours aussi, tout à fait. Lisa qui dit ça fait penser à Frères des ours parce qu'il y a ours. Bah oui, tout à fait. On est tout à fait d'accord. Bien sûr, de toute façon, à partir du moment où tu connais une histoire où un ours a été personnifié, un humain a été changé en ours, etc., je pense que ça colle. Je pense que ça colle. Mais voilà, ça fait très envie, en tout cas, je trouve. Hop, sortie suivante de novembre. Ah, celui-ci, il est magnifique, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'ai entre mes mains, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Et si vous voulez voir l'objet livre, avant qu'il ne sorte en librairie, le voilà. Il est magnifique, il ne sortira pas en brochet, du coup j'ai regardé. Il coûtera, je sais plus, 22 €. Regardez à l'intérieur, c'est trop beau. C'est trop beau, hop. Voilà, et je sais pas s'il y a... Ouais, sur les chapitres, c'est comme ça. Vous avez aussi le petit marque-page, bien sûr. Bref, on est avec Mira qui a un don. C'est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles. Un talent que beaucoup pourraient convoiter, vous dit-on. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils qui vient de trouver la mort dans un accident. J'ai pas envie d'en savoir davantage, hein. Je vais essayer de le lire là, alors peut-être pas en... Il y a le Black November, quoi. Comment tu veux que je lise ça? Mais... Je pense que je vais pas lire que du thriller non plus durant le Black November, sinon je vais jamais y arriver. Il fait à peu près 480 pages. Il est magnifique et ça me faisait trop envie. Il était arrivé avec un petit pochon, avec une petite toile, avec de la peinture et tout. Alors moi je suis nulle en peinture donc je vais donner ça à quelqu'un. Mais ça faisait super plaisir de recevoir cette petite box. En plus je l'avais reçue le jour de mon anniversaire donc voilà, ça faisait super envie. Et il est splendide. Je pensais qu'il sortirait en brochet aussi, mais non, on est dans une folie du relié. Il ne sort qu'en relié, je crois. Voilà, sauf si ça a changé parce que vraiment, alors sur le communiqué de presse, moi j'ai un prix à 15,90 qui pourrait correspondre à un prix broché, mais je ne l'ai trouvé en brochet absolument nulle part. Donc je pense que peut-être que ça a été, peut-être que c'est une erreur de prix tout simplement, ou alors, merci monsieur en moto là, ou alors, c'est soit une erreur de prix, soit c'était prévu, ils ont annulé le brochet, j'en sais rien. Salut Pony Blues! Notez aussi un peu déçu pour l'absence de brochet, ouais, c'est clair.
Je suis en no-buy pour ce mois de novembre, mais je peux quand même suivre et alimenter ma wishlist. Courage, Gosipo, courage! Tu pourras faire la peinture en live. Non, mais laisse tomber. Moi, franchement, à part des hommes bâtons, je sais rien faire du tout en peinture. Je suis d'une nullité, mais... Oh là là. Ou bien le brochet sortira plus tard. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit annoncé. J'en ai aucune idée. Pour être honnête avec vous, j'en sais rien. Aucune idée. Ensuite... Histoire très inspirée du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors, bah, c'est pas le premier, du coup. C'est pas le premier, il y avait aussi le contrat Dorian Gray qui est sorti il y a pas si longtemps chez Milan, tu vois. Donc j'ai l'impression que... Alors, est-ce que c'est à la mode de reprendre ça? Est-ce que c'est une coïncidence? J'en sais rien, mais voilà. Merci cœur sur toi hein, pour la précision dans le chat, c'est gentil. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre de précision-là. Livre suivant. Je pouvais pas ne pas vous le dire, il y a le Maxime Chatham qui sort, La Constance du Prédateur aux éditions Albin Michel. Moi, je suis pas sûre de me le faire. Je vous avoue que là, j'ai fini l'illusion il y a pas longtemps. Je voulais faire en bilan lecture. Je vous en ai parlé en bilan lecture il y a pas longtemps. C'était pas méga fou. Du coup, je sais pas. Et je me demande s'il s'inscrit pas dans une série. À voir, il faut que je vérifie ça. Mais dans ce roman, on suit... Ludivine Vainqueur, est-ce qu'on l'a déjà eu dans une autre série de Maxime Chatham? Je sais pas, j'ai lu que 3 romans de cet auteur, donc je sais pas. Et on vous dit qu'on suit cette profiler qui enquête dans une mine abandonnée du nord-est de la France où des cadavres vieux de plusieurs dizaines d'années ont été découverts. Pourtant, l'ADN du meurtrier potentiel découvert sur place est identique à celui d'une affaire récente, la mise au jour d'un 3e charnier marqué du même ADN datant cette fois des années 1920 complique encore ces investigations. Ça me dérangerait pas de lire sur un tueur en série comme ça, qui fait des charniers comme ça de cadavres au fil des années, ça pourrait être pas mal, mais 1920 ? Enfin, voilà. En effet, La Constance du Prédateur, je comprends. J'aime pas trop le titre, je vous avoue, ça m'attire pas plus que ça. Mais c'est vrai que les derniers Maxime Chatham que j'avais lus étaient pas mal, mais en même temps pas fou non plus. Donc à voir. Je sais pas. Celui-là, je passe, j'ai déjà plusieurs Chatham dans ma palle. Ouais, c'est un tome 4. Merci Lisa. C'est un tome 4. Donc c'est pour ça aussi que j'irai pas. Et du coup, le premier tome de cette saga, c'est quoi? On va regarder. C'est ça d'être sur le PC, c'est tellement pratique. Donc c'est la série Ludivine Vainqueur. Donc le premier c'est La Conjuration Primitive. Le tome 2 c'est La Patience du Diable. Le tome 3 L'Appel du Néant. Et donc le tome 4 La Constance du Prédateur. Le premier est sorti il y a 10 ans quand même. La Conjuration Primitive c'est sorti il y a 10 ans, 2012. Donc voilà. Moi c'est vrai que quand il y en a moins de 5 comme ça, j'ai bien envie de me faire plutôt les sagas dans l'ordre. Donc voilà. Merci pour le follow, bienvenue. Prochain roman de cette sortie littéraire de novembre. Ah, je pouvais pas ne pas vous le montrer. Le Café du temps retrouvé de Toshikatsu Kawaguchi aux éditions Albin Michel. C'est comme un tome 2 de Tant que le café est encore chaud. Vous savez, on est dans ce petit café de Tokyo où on peut voyager dans le passé le temps d'une tasse de café. Je n'ai pas encore lu le premier tome, je l'ai. Je l'avais même 2 fois, je crois. C'est pas celui-ci que j'avais 2 fois, je sais plus. Non, c'est pas encore celui-ci, mais un qui ressemble beaucoup au niveau de la couverture. Bref, je l'ai dans ma pile à lire, celui-ci, le premier en tout cas. Donc j'ai bien envie de commencer par celui-ci, par le premier, bien évidemment. Et je me demande s'il n'y en a pas d'autres en anglais après. Il me semblait avoir vu encore d'autres ouvrages. Attendez, je suis sur la page de l'auteur. C'est ça qui est pratique quand on enregistre comme ça. Ouais, il y a d'autres romans, je crois. Parce qu'il y a Before the Coffee Gets Cold, donc ça, ok. Tales from the Cafe, peut-être que c'est le tome 2, je ne sais pas. Et il y a Before Your Memory Fades, donc il y en a 3 en anglais. Donc à voir. À voir. À voir un petit peu. Mais il me fait trop envie celui-ci, enfin le tome 1 en tout cas, celui-ci aussi bien évidemment si le tome 1 me plaît. Mais c'est vrai que ça a l'air très poétique, comme les Japonais savent le faire. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici, pour vous dire que si vous avez aimé le premier tome, celui-ci arrive aussi. Roman suivant, Paul Cleave, aux éditions Sonatine, ça s'appelle Sans un bruit, et encore sur un
un autre site, j'avais trouvé une autre couverture avec un autre titre, mais pour le même résumé, c'était très bizarre. Ils ont peut-être changé au dernier moment, mais merci Ellie, merci beaucoup pour ton lurk. Donc du coup, je savais pas trop, je pense que c'est celui-là, hein, je pense que c'est Sans un bruit. On est avec deux auteurs donc, de thrillers à quatre mains, Cameron et Lisa, qui vivent tranquillement leur vie paisible à Christchurch. Et on a Zach, leur fils de 7 ans, qui est pas forcément facile, mais voilà, il va surtout disparaître en pleine nuit. Et on a... ouais, c'est ça. En fait, je me souvenais pas du résumé, mais si, je me souviens maintenant. Les médias vont s'emparer d'une vidéo où on voit Cameron qui est légèrement violent avec son fils, et du coup, on va se demander qui peut faire un crime parfait avec disparition du corps, etc. Qui peut mieux le faire qu'un auteur de thriller? Ça, je trouve que ça pose une question intéressante. Je pense que les légistes peuvent mieux faire ça, mais pourquoi pas? Et voilà, il y a dans ces médias une vidéo qui sort avec ce Cameron qui, je sais plus, qui prend son fils sous le bras, qui est super énervé et qui le balance dans la voiture. Et voilà, forcément, tout le monde se pose la question, que s'est-il passé pour Zach? Voilà, c'est disparition d'enfant, plus suspicion du père. Qu'est-ce qui va se passer aussi dans ce couple où le père est mis en avant dans les médias? Je trouve ça assez intéressant aussi. Mais voilà, on vous dit un thriller oppressant et paranoïaque. Attention. À voir, j'ai jamais testé, je crois, Paul Cleave. Je dois en avoir un dans ma pile à lire, je crois que j'ai... Attendez, je regarde ces titres. Lequel j'ai de Paul Cleave, moi? Cauchemar, je crois. Celui qui est sorti en 2019. Il me semble que j'ai Cauchemar. Donc voilà, à voir. Si vous aimez l'auteur, ben voilà, il a un nouveau roman qui sort, ça peut être chouette. Si vous ne le connaissez pas, est-ce qu'on peut commencer par celui-ci? Je n'en ai aucune idée. Aucune. Roman suivant, on est à la moitié. Roman suivant, 8e roman de cette vidéo. Salut Aurel. Le Nid de Sarah Pearce, chez Michel Lafon. Moi, je ne l'ai pas demandé. Je vous avoue, quand j'ai reçu le catalogue, je ne l'ai pas demandé. Mais il a attisé ma curiosité. C'est-à-dire que vous êtes sur cette île, on vous dit pour vous ressourcer, d'autres viennent pour se venger. On est avec un centre de bien-être luxueux sur cette île coupée du reste du monde, avec un serial killer en liberté. Voilà. J'ai l'impression que j'ai déjà lu ce genre d'histoire, donc c'est vrai que j'y suis pas allée. Maintenant, si je vois de bons retours positifs, peut-être que j'irai. Mais j'avais peur que ça soit un petit déjà-vu, quoi. Je sais pas. Oui, tout à fait, Lisa. Le précédent de l'autrice n'a pas eu bonne presse. Le précédent qui était... Qui était... Le Sanatorium. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé celui-ci. Parce que dans le Sanatorium, on était déjà dans un huis clos. Et avec un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe. Et une femme qui disparaît, un corps mutilé. Et on vous disait que c'était un huis clos. Techniquement, c'était sur une île, t'es encore en huis clos. Donc, voilà. Moi, j'attends vraiment de voir les avis parce que ça me disait pas... En fait... J'ai l'impression d'avoir déjà lu ce genre d'histoire, et ensuite l'autrice avait en effet pas eu bonne presse sur le premier tome, donc j'attends que d'autres se dévouent à la tâche et nous donnent leur avis, en fait. Voilà. Voilà. Suivant. Fantasy, ouais. J'ai mis un roman de la Martinière jeunesse qui s'appelle Le serment des traqueurs de Laetitia Lajoigny. Laetitia Lajoigny, on est avec des alchimistes qui puisent leur magie dans la faune et la flore, il me semble. Mais on vous dit que la nature va se révolter contre leur abus, provoquant l'apparition d'un spectre qui a dévasté la moitié de la capitale. Cet épisode fut appelé Désolation. Depuis lors, les sacrifices d'animaux sont interdits. Ça, j'ai compris. Et les traqueurs, du coup, on a les protecteurs qui sont chargés de veiller au respect de cette règle, donc à l'interdiction des sacrifices d'animaux, et qui vont s'opposer aux traqueurs qui continuent de fournir des animaux aux alchimistes, j'imagine. Ouais, la matière dont ils ont besoin pour alimenter leur magie. Et on va assassiner un griffon. Et ça, c'est grave, les gars. Quand j'ai lu ça, je fais oh, il faut que je lise ce roman. Il faut que je lise ce roman, ils assassinent un griffon. Non mais franchement, je sais pas si on va être du côté des traqueurs ou des protecteurs, mais j'ai pas envie qu'on soit du côté des traqueurs qui assassinent des pauvres griffons, c'est horrible. Pourquoi pas les deux points de vue, ça serait intéressant. Oui, les deux points de vue, oui, mais pas uniquement du côté des assassins de griffons. C'est tout ce que je demande.
C'est tout ce que je demande. Et on suit... Ah bah voilà, on suit les deux en fait. On suit Inae qui est une protectrice et Aina qui est une traqueuse. Donc, j'imagine qu'on va suivre les deux côtés, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt pas mal. Moi aussi, je me ferais une joie de soulever le bandeau en librairie, Lisa, on est d'accord? Ça te fait penser à Grisha? Ah ouais? Bah écoute, pas moi. Je n'ai pas lu Grisha. 10e roman des sorties littéraires de novembre. Alors, je l'ai noté quand même. Beasts of Prey de Ayanna Gray aux éditions de Saxus. Là, le résumé, c'est pareil, j'ai pas méga tout voulu comprendre en fait. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est dans une grande jungle, ça se voit au niveau de la couverture, je trouve, avec de la magie, avec des dangers, et on vous dit qu'on ne sait pas si les personnages qu'on va suivre vont être les chasseurs, comme ils le pensaient à la base, ou être chassés. Et il n'y a que ça que j'ai retenu. Je sais que de toute façon, il va faire plein de bruit quand il va sortir. S'il sort en novembre, d'ailleurs, comme d'habitude, hein, avec de Saxus. Donc à voir. À voir, moi, c'était vraiment le côté jungle qui me plaisait bien. Ce côté... c'est vrai qu'on le lit pas forcément souvent dans la jungle. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais noté quand même. J'ai pas mis tous les deux Saxus qui risquent de sortir peut-être en novembre, parce que franchement, ça me saoule. Mais il y a des deux Saxus, d'ailleurs, dont j'ai parlé il y a, je sais pas, il y a 3 mois, ils sont toujours pas sortis. Et ils sont annoncés maintenant pour genre décembre, mais voilà, voilà, donc du coup j'en mets un en mode peut-être que ça sortira, mais c'est pas sûr, voilà, comme d'habitude. Bon, du coup, suivant, on passe à autre chose. J'ai mis de la romance, voilà, j'ai mis un Hugo Poche qui s'appelle Savannah, le tome 1 de Nathalie Sullivan, et là on suit une jeune femme qui se retrouve en Afrique. Jessie qui part travailler en Afrique, c'est son rêve de gosse, elle va être vétérinaire pour les animaux de la savane, et en gros son rôle ça va être, elle va être dans une réserve en Tanzanie, et elle va soigner les animaux blessés avant de les rendre à la vie sauvage, et elle va rencontrer un Britannique qui se bat depuis toujours pour la faune africaine, vous vous doutez c'est de la romance, donc forcément on a découvert le deuxième protagoniste, et bah voilà, moi ce qui m'intéressait c'était le côté savane en Afrique, avec un défenseur des droits des animaux en Afrique et tout. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un défenseur des droits en Afrique, mais peu importe, on s'en fout. On est dans une réserve avec des animaux blessés dont on va prendre soin, on va s'approcher des lions, tout ça. Enfin, il fait envie, quoi. Donc voilà, celui-ci me faisait bien envie pour le côté savane, le côté guérisseur aussi, le côté vétérinaire dans un refuge en Afrique. Voilà, quitte à lire une romance, autant que ça soit dans un truc un peu dépaysant. T'es tombée dans les romances de Noël, Mayela? Bah en fait, j'en ai parlé en octobre, dans les sorties littéraires d'octobre des romances de Noël, parce que elles sortaient en octobre. Donc c'est bon, on a déjà fait le tour. Le côté soin des animaux de la savane, c'est pas mal, ouais, je trouve aussi. Je viens de terminer le crépuscule des éléphants à propos de savane et d'animaux sauvages. Merci pour le conseil, Kiko. Merci beaucoup. Suivant. Suivant, il nous en reste 6. Les chagrins d'amour font de belles chansons de Tamara Baliana aux éditions Hugo Poche encore. Je l'ai noté parce que j'aurais pu l'acheter à Mons. Je crois qu'elle était là, Tamara Baliana, mais il n'y en avait plus quand je suis passée. On est avec Ilaria Milazzo qui tombe amoureuse comme elle chante, c'est-à-dire tous les jours. Elle est répétitrice à l'Opéra de Vérone, la ville où elle a grandi. Bref, on est en Italie, hein, ça a l'air cool. Et elle trouve son amoureux Luca en pleine répétition, un peu spéciale avec une autre chanteuse. Du coup, elle va prendre du temps pour être heureuse toute seule. On est dans ce... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans ce monde du chant, de l'opéra, etc. C'est ça qui me faisait envie. C'est uniquement ça qui me faisait envie. Tamara Baliana, j'en ai entendu de très bonnes choses aussi, donc ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Oui, je sais, Lisa, que tu l'as acheté à Mons. Je sais, mais il n'y en avait plus après. J'en attends un qui sort en novembre qui parle de geek, de romance et de Noël. C'est lequel, Mayela? Sur la protection des animaux, j'ai adoré la révérence des éléphants. Oui. Laura Trompette chez Charleston, oui. Un geek pour Noël. Ok, merci pour ta recommandation, Mayela. Une romance de Noël qui sort en novembre. Elle n'en avait que 3, non mais c'est ça. Ah là là, Lisa, elle a eu de la chance. Lisa, elle a eu de la chance. Hop, roman suivant. Évidemment, le Hélène Bess aux éditions Inceptio. Regardez-moi cette couverture. Les émissaires du lien
que j'ai pas encore d'ailleurs. Dans cette histoire, on vous dit que le monde végétal et le monde animal dominent les humains depuis 60 ans et ces humains doivent survivre cachés derrière de hautes et épaisses murailles. Et on va suivre Titania, jeune enchanteresse, à la lourde charge de conserver le lien entre les deux mondes. Par-delà la forêt virginale dans les rues crasseuses de la cité des hommes et dans les méandres d'un passé oublié, elle tente l'impossible pour maintenir la paix. Ça me rappelle un petit peu l'un des résumés que je vous ai lu tout à l'heure. Vous trouvez pas ? Avec la faune et la flore qui ont pris un peu le dessus. Bah, Tiziri en fait, tout simplement. Celui-ci là. Ça m'a rappelé un petit peu ça. Donc la couverture, je la trouve splendide. Comme d'habitude, j'ai un code promo Incepio, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est dans la barre d'infos pour ceux qui sont sur YouTube, il est dans le chat pour ceux qui sont sur Twitch. Mais voilà, ça vous permet de gagner 5% sur votre commande, c'est pas négligeable, surtout avec Noël qui approche. Mais voilà, celui-ci me fait bien envie aussi, j'espère qu'ils vont me l'envoyer assez vite, parce que j'ai trop hâte de le découvrir. Je pense qu'on en reparlera par ici assez vite. Hein. J'aime beaucoup cette couve et le fait que ça soit en Italie, ça ajoute de l'intérêt pour moi. Ouais, je suis d'accord Aurel, tout à fait. La couve est jolie, oui. Tout à fait, elle est magnifique cette couverture, je trouve. Elle est toute lumineuse et tout, c'est splendide. J'aime beaucoup. Je sais pas qui l'a faite, je sais pas si c'est aussi Lizzie Amaro comme d'habitude ou pas. Couverture Lizzie Amaro, voilà, c'est écrit en 4e de couverture. C'est en effet Lizzie Amaro qui l'a faite, elle est magnifique. Ensuite, ces derniers mots de Linda Green des éditions Prélude. Alors, on parle d'essai. En fait, quand j'ai lu le résumé, je fais ok. On commence par sur son lit de mort. Nana fait une confidence étrange à sa petite fille Nicolas. Elle lui demande de veiller sur ses bébés au fond du jardin. La mère de Nicolas soutient que la mourante avait certainement perdu la raison au moment de son dernier souffle, mais semble très perturbée par cette révélation. Et du coup, elle va dire à sa fille de se taire pour le bien de tous. Sauf que voilà, on a la petite Maisie qui va jouer et va trouver un minuscule os humain au fond du jardin. Voilà qui jette le trouble. Pour Nicolas, commence alors une enquête difficile et éprouvante sur sa propre famille. Je trouve ça beaucoup trop intéressant, j'adore les secrets de famille, c'est trop bien. Les éditions Prélude, ça fait très longtemps que je les ai pas lues, donc je sais pas trop. Mais bien sûr que c'est pour moi, Alexandra, on est d'accord. En vrai, il a l'air bien. En vrai, il a l'air bien. Est-ce que ça met en avant un fait de société je sais pas, quelque chose. Pas un fait divers, hein, mais vraiment un truc de la société d'avant, vu qu'on parle vraiment de sa grand-mère, etc. Je sais pas. À voir. Je sais même pas dans quel pays ça se passe. Donc il y a ça aussi. Voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Mais il me fait aussi très envie, celui-ci. Pour le coup, je sais plus si je l'ai mis officiellement dans ma wishlist, mais il devrait y être dans pas longtemps, quoi. Franchement, celui-ci me fait bien envie. Après, à voir, je vais pas... pareil, je vais pas me précipiter dessus. Je vais attendre de voir les premiers avis. Mais, j'aime bien. Ça me dit bien. Ensuite, il en reste 3. Alors lui, bien sûr que je l'ai mis. L'Or Olympus, le volume 3 chez Hugo BD. Pourquoi ? Parce que j'adore ce webtoon. Je l'aime d'amour. Mais je n'achèterai pas les livres. Ils sont beaucoup trop chers, je trouve. Après, c'est... Alors, entendons-nous bien, c'est de la qualité. Le papier est de qualité. Les illustrations sont magnifiques. Voilà, c'est du relié. Voilà, c'est cher, mais voilà. Moi, en fait, ce qui m'a freinée dans le fait d'acheter les romans comme ça, enfin, les ouvrages en papier, alors que j'adore l'histoire, c'est que quand j'ai vu où s'arrêtait le tome 1 par rapport au webtoon sur l'application Webtoon, hein, tout simplement, qui est gratuite, ben j'avais pas envie parce qu'il va y en avoir des dizaines. Il va y avoir des dizaines de tomes, c'est sûr. C'est sûr. Donc moi, j'avais continué sur Webtoon parce que j'avais vraiment adoré le tome 1. J'ai le tome 1 qui sera mon collector pour moi. Je n'achèterai que le tome 1. Et j'ai continué sur Webtoon. D'ailleurs, il faudrait encore que je reprenne, que je continue, parce que j'avais toujours pas terminé. Et vraiment, Hadès, c'est sur la romance entre Hadès et Perséphone. Hadès n'est pas son oncle, d'accord ? Il n'y a pas d'inceste dans l'Or Olympus, Dieu merci. Et Hadès est un petit chou. Hadès est un petit chou à la crème que j'aime énormément, qui est pourtant dieu des enfers, mais vraiment, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà Hadès dans Hercule. Donc je partais assez confiante, même si je le trouvais pas sexy, Hadès dans Hercule, on est d'accord. Mais pas
plus que Peine et Panique hein, d'ailleurs. mais dans l'Or Olympus, vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup le fait d'avoir... Alors, au début, ça m'avait un peu rebuté, ces couleurs avec le rose, le bleu, vraiment très identifié. Il y a des dieux qui sont violets, il y en a qui sont jaunes et tout. Et en fait, chacun a sa propre couleur, chacun vraiment est identifié de façon assez remarquable. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Je crois que je vais continuer, trop envie de les voir tous sur une étagère. J'avoue. Mais moi, je pense que je vais plutôt regarder s'ils sortent pas... Enfin, s'ils sortent pas, non. S'ils sont pas proposés genre en occasion à un moment donné, parce que c'est un budget de ouf, hein. C'est un budget de ouf, je trouve. Sur la fin, imagine. Après, tu me diras, les mangas, c'est pareil, mais c'est quand même pas le même prix. mais voilà, à voir. C'est sûr que si j'avais un partenariat chez Hugo, je les prendrais tous. Ça, c'est sûr et certain. Il me faudrait un partenariat chez Hugo Roman, juste pour les L'Or Olympus, en fait. Je vais y penser pour l'an prochain. Non, je rigole. Il faudrait que je me mette à lire de la romance pour être crédible là-dedans. Faudrait que je me remette à lire de la romance, parce que je crache pas du tout sur la romance. Hein. J'ai lu énormément de romances pendant des années. Je ne lisais que ça. Si Hugo Roman, je l'ai toujours dit, si Hugo Roman avait existé au moment où j'avais 16 ans, entre 16 et, je sais pas, mes 24 ans, je pense, mais les gars, j'aurais tellement été heureuse. J'aurais dégommé toute leur parution. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Les prix des mangas augmentent en janvier. Maïla, tu as d'autres bonnes nouvelles pour 2023 ? Comment ça se passe ? Mais voilà, moi je suis plutôt à regarder les occasions, quoi. Mais il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Puis c'est pas comme si je surveillais tous les jours non plus. Donc Ensuite, avant-dernière sortie, Le Domaine de l'héritière de Lucinda Riley, bien évidemment, aux éditions Charleston, que j'ai déjà. Regardez-moi ce beau bébé. Lucinda Riley, je ne peux pas passer à côté. J'aime énormément cette autrice, vraiment, depuis des années, je l'aime beaucoup. Ma seule grande tristesse actuelle est qu'elle est décédée et qu'il n'y aura plus jamais de nouveaux titres de l'autrice, à part ceux qui sont pas encore sortis en français, bien évidemment, vous voyez ce que je veux dire. On est à Gassin, dans le sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre sa distance avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée. Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentours, tout la ramène à son enfance. Ça me faisait trop envie. C'est Lucinda Riley, il y a forcément des secrets de famille. On vous dit que c'est secret de famille, espionnage en temps de guerre. Attends, secret de famille, espionnage en temps de guerre, loyauté et trahison. Une œuvre intense et captivante d'après Booklist. C'est Lucinda Riley, je veux trop le lire. Je veux trop le lire. Et j'adore ces one-shots comme ça. Parce que La Séquelle et Sept Sœurs, j'aime beaucoup, mais en étant lectrice Charleston en 2018, j'ai dû lire genre le tome 4 ou 5, je sais plus, avant le reste, parce que j'étais lectrice Charleston et qu'on lisait ce tome-là cette année-là. Et du coup, comment te dire? Du coup, ouais, j'avais pas... Je crois que j'avais lu La Sœur à la Perle, il me semble. Je crois. Et du coup, ben, en ce moment, je privilégie plutôt les one-shots, c'est sûr. Donc voilà, il y a Le Domaine de l'héritière qui sort. Et j'adore ce côté aristocratique. Elle revient au château pour s'en occuper et tout. Enfin, j'adore ça. Et en plus, on va de la Provence au Yorkshire. J'adore ça. Dernier ouvrage. Il me semble que c'est un graphique. Je crois. Oui, il s'agit de La Petite Sirène, donc forcément basé sur le conte originel par Benjamin Lacombe aux éditions, on vous dit, Albert Michel. Ça a l'air magnifique. Ça a l'air vraiment splendide, mais comme d'habitude avec Benjamin Lacombe, on va pas se le cacher, donc je voulais le mettre. Je voulais le mettre parce que je ne l'avais pas vu, et en commençant les recherches tout à l'heure, je suis tombée dessus. Salut Blue. Ah bah voilà, La Petite Sirène, ça fait venir Blue. Donc voilà, c'est le dernier roman des sorties littéraires, mais pas des moindres, comme vous le voyez. Il est splendide, il est vraiment splendide. Il publie trop, Benjamin Lacombe, c'est le défaut, ça fait mal au portefeuille. Je suis d'accord, parce qu'en octobre, il y avait Les Sorcières que j'ai eues, il y a eu Les Fées, et là, en novembre, La Petite Sirène, il en fait trop, il travaille trop, cet homme, il faut qu'il se repose, c'est sûr. Je savais même pas que ça sortait, ça. Bah écoute, je l'ai vu. Alors, est-ce que c'est bien en novembre? Parce que du coup, vous me foutez le doute, hein. Vous me foutez le doute. Je l'ai mis dans ma... De toute façon, je l'ai mis dans ma wishlist, alors ça va aller très vite à vérifier. Mais je crois que si. Je crois que j'ai bien vérifié la date en plus. 23 novembre 2022. D'après Amazon, après j'en sais rien.
Mais oui, il avait sorti Les Sorcières le 19 octobre, que j'ai eu pour mon anniversaire, et Les Fées 19 octobre en même temps, tu vois. Trop de livres qui sortent tout le temps de base, non mais je suis d'accord avec toi. Et encore là, finalement, j'ai même pas parlé de romans auto-édités parce que j'en ai pas trouvé, je vous avoue, qui m'intéressaient. Mais il y a tout ça aussi, enfin, t'en as énormément. 28 novembre, ok, j'essaye de retenir. J'essaye. Donc voilà pour ces sorties littéraires de novembre avec ce petit dernier, avec la petite sirène qui nous intéresse tous, hein, je crois. C'est terminé, on va peut-être laisser YouTube ici, ce serait pas mal. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire avec un petit smiley, ça suffit pour YouTube, il faut le savoir, ça je le dis dans certaines vidéos. Si vous mettez un commentaire avec juste un smiley parce que vous avez rien à dire mais que vous avez apprécié, que vous voulez me soutenir, ça suffit pour YouTube, il est déjà content. Et ça m'aide beaucoup. Donc merci à tous ceux qui le font, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.